Alors, on accueille Laurent Moulin qui va s'installer, qui est docteur en microbiologie, qui travaille, qui est responsable du département recherche et développement à Eau de Paris, qui est un établissement public en charge de l'eau à Paris. Et il va poursuivre le sujet sur le traitement des contaminants dans les usines de potabilisation. Tout à fait. Alors merci beaucoup, merci aux organisateurs pour cette invitation, et je vais essayer de prendre un peu la suite. Vous allez voir, je vais parler aussi des contaminants chimiques, et puis comme c'était dit ce matin, un petit peu des contaminants microbiologiques, parce que je suis microbiologiste de formation. Alors comment on avance avec ça? C'est pas avec ça, c'est ça, la flèche, c'est parfait. Bon, je ne vais pas vous refaire mon plan. On va d'abord, je voulais commencer par refaire un tout petit peu d'histoire et replacer ça un peu dans le contexte pour se rappeler de personnes importantes dans le monde de l'eau, et notamment John Snow, qui est un peu le premier épidémiologiste, qui est le premier qui va relier une épidémie de choléra à Londres en 1854 et la distribution d'eau. Et on est encore un peu, c'est un peu le balbutiement de la théorie microbienne, hein. On n'est pas encore sûr que les maladies viennent des microbes. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il ne va pas du tout se baser là-dessus, il va faire une carte des gens que vous avez sur la droite, et il va placer là où les gens meurent, et il va se rendre compte que les gens ils sont tous autour d'une pompe, et il va faire le lien que c'est en buvant cette eau que les gens se rendent malades. Et c'est un peu la première fois qu'on se rend compte que réellement l'eau potable, l'eau qu'on ingère, est un risque sanitaire important. Il y a plein de travaux qui vont faire suite, hein. Robert Koch, le Pasteur, le Louis Pasteur allemand, va montrer que la filtration sur sable, on va voir un petit peu après comment on traite l'eau, est très importante pour avoir peu d'épidémies ou peu de gens malades. Et en même temps, les Anglais, Paul et Garcia Frankland, montrent qu'on peut suivre l'efficacité des filtres à sable en suivant un petit peu la quantité de bactéries qui sont retenues. Et tout ça montre que c'est important de suivre l'eau. Alors très vite, ils vont se heurter à une difficulté qui est qu'il y a beaucoup de maladies différentes, et que suivre toutes les maladies individuellement dans le monde de la microbiologie, c'est compliqué. Et donc, comme elles viennent toutes de matière fécale, l'idée c'est de se dire, s'il n'y a pas de matière fécale, si on a réussi à éliminer les matières fécales, eh bien on a des chances, il est probable qu'il n'y ait pas de micro-organismes pathogènes, et donc que l'eau elle soit saine à boire. Et pour regarder s'il y a des matières fécales, et on en a parlé un peu ce matin, ils vont suivre des indicateurs fécaux qui sont principalement au début Escherichia coli, même Bacterium coli au début où ils commencent à travailler, et puis on en mettra un autre après, les entérocoques. Et ces deux bactéries, elles ne sont pas dangereuses en soi, elles sont juste représentatives de la présence de matières fécales. Donc comment on va suivre ces matières fécales? Alors je vous l'ai mis parce qu'on parle toujours de comment suivre ces micro-organismes, mais c'est bien de savoir un petit peu, même très rapidement, comment ça se passe. C'est très facile, on prend l'eau que l'on veut analyser, on la passe sur une membrane. La membrane, elle a des trous de 0,45 micromètres. Les bactéries, elles font 1 micromètre, donc elles ne vont pas pouvoir passer à travers ces membranes. L'eau, elle peut. Et donc on va avoir des bactéries sur la membrane, on met la membrane sur un milieu un petit peu spécifique qui va permettre la croissance soit des Escherichia coli, soit des entérocoques. Je vous passe les détails, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et on va pouvoir dénombrer, compter le nombre d'Escherichia coli qu'on a dans notre eau. Et cette méthodologie-là, elle a été mise au point il y a un siècle, et c'est un peu toujours ce même type d'approche qu'on utilise, que ce soit pour suivre les colis, les entérocoques, mais aussi d'autres indicateurs, les légionnelles que vous avez entendu parler, la flore totale dans l'eau, etc. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut traiter l'eau? Parce que je vais vous parler du traitement de l'eau. D'abord, parce que nos ressources sont malheureusement un petit peu contaminées. Et je vais vous expliquer d'où viennent nos ressources. À Paris, en tout cas, puisque c'est nous. Donc on a très rapidement deux types d'eau. On a des eaux souterraines qui viennent d'assez loin de Paris, hein. On est à quasiment 100 km de Paris. On prend de l'eau sur les sources de la Vigne, qui sont vers Dreux, même après Dreux. Et puis sur les sources du sud, qui sont en Bourgogne-Franche-Comté. Les sources de Cauchepy sont en Bourgogne. Et puis on ramène cette eau sur Paris avec des grands aqueducs. Et puis on a une autre partie de l'eau, 50 autres % de l'eau, qui vient d'usines de surface situées sur la Seine et la Marne, et on essaye de la rendre de la meilleure qualité. Alors je m'étais promis de le dire, c'est pour ça qu'on est toujours un petit peu triste quand des organisateurs de congrès, ils ont des petites bouteilles d'eau en plastique qui ramènent de la région Occitanie. Donc n'hésitez pas à prendre l'eau du robinet quand vous organisez un congrès, c'est une bonne chose. Voilà, alors puisqu'on a des données historiques, le laboratoire de la ville de Paris et donc de Haute-Paris existe depuis très longtemps. C'est l'ancien observatoire de Montsouris. On a des données sur la qualité de la Seine depuis quasiment 1914. Et donc on voit que la qualité de la Seine, donc vous avez ici le nombre d'Escherichia coli en équivalent Escherichia coli. Attention, c'est une échelle logarithmique, chaque montée c'est 10 fois plus.
Donc ça paraît assez plat, mais en fait c'est vraiment, vraiment beaucoup. Et puis ici, vous avez les années qui commencent à 1914 et puis qui vont jusque quasiment maintenant. Et on voit la lente dégradation des points de prélèvement sur la Seine, avec quasiment 1 million d'Escherichia coli à la fin, par 100 millilitres d'eau à la fin des années 80. Et puis nos collègues de l'assainissement, les gens du SIAP, les gens de la ville de Paris qui s'occupent des égouts, eh bien, vont redimensionner le réseau, redimensionner les traitements, et on va avoir une réamélioration de la qualité de la Seine depuis cette période-là, jusqu'à être à un niveau aux alentours de 10 puissance 3 000 unités formant colonie par 100 millilitres d'eau. Donc ce qui montre bien que la Seine est un fleuve très contaminé par nos rejets. Alors ce n'est pas des industriels, c'est nos rejets à nous des habitants. Néanmoins, la science a continué à avancer et on s'est rendu compte qu'au-delà des bactéries qui donnaient le choléra et autres, il y avait d'autres pathogènes très importants que l'on pouvait retrouver. Et j'en mets deux par exemple, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que j'ai que 20 minutes et voilà. On en a deux qui sont très importants. Les virus, alors les virus, c'est après le SARS-CoV-2, vous savez maintenant ce que c'est surtout tout petit. Ça fait de l'ordre de 20 à 100 nanomètres, donc c'est une bactérie, c'est 1000 nanomètres, 1 micromètre. Un virus, c'est environ 10 à 100 fois plus petit. Et puis il y a les parasites. Alors les parasites, c'est des protozoaires, c'est des bactéries, c'est des cellules qui ont un noyau et qui sont beaucoup plus grosses. Elles font jusqu'à 15 micromètres, mais elles sont surtout responsables de gastroentérite et surtout elles peuvent venir des animaux et infecter les hommes. Et c'est principalement les giardia et les cryptos. Et si vous regardez un petit peu les informations, on en a beaucoup parlé cet été et puis l'été dernier, puisque des endroits où l'eau potable a été distribuée étaient contaminés par ce type de parasites et ont provoqué des épidémies de gastroentérite. Alors, la question, c'est une fois que les gens ont commencé à s'intéresser à ces micro-organismes, est-ce qu'on pouvait les détecter? Et les évolutions technologiques, pareil, je ne rentrerai pas dedans, mais si on a des questions dessus, j'entrerai, notamment l'arrivée de la biologie moléculaire, que je mets là, vont nous permettre non plus de suivre les bactéries qui sont capables de pousser sur un milieu, mais la présence de leur génome, donc du chromosome finalement de ces organismes, si on peut parler comme ça. Et donc la recherche de ces morceaux de génome vont nous permettre de mesurer la quantité de virus, par exemple, dans l'environnement. Donc c'est une étude qui a eu lieu et qui continue à partir des années 2015, où on s'est dit, est-ce que la Seine est contaminée par des virus entériques humains, c'est-à-dire à transmission orofécale et qui ne fait quasiment que les humains même. On a pris des échantillons d'eau, alors c'est des gros volumes d'eau, c'est 20 litres, et on a regardé la concentration de virus, et effectivement, on a deux familles virales importantes qu'on peut trouver dans les eaux de surface Seine et Marne, qui sont les adénovirus et les norovirus. Et ces virus, on a travaillé d'où ils venaient, ils viennent principalement des eaux usées, donc c'était plutôt finalement logique, mais il fallait savoir qu'il y avait ces micro-organismes-là à éliminer aussi. Alors, je ne vais pas revenir puisque la présentation d'avant vous a expliqué comment on pouvait suivre les molécules organiques. Par-delà le risque microbiologique, à partir des années, je dirais, les 60-70, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de molécules d'origine humaine, enfin anthropiques, produites par les humains, par l'industrie, par nos traitements, qui se retrouvaient dans l'environnement. Il y a eu un grand nombre d'analyses, de méthodes analytiques qui ont permis de les regarder. Alors, récemment, ce qui fait beaucoup de bruit dans les médias, c'est les métabolites, c'est-à-dire les dégradations de ces molécules dans l'environnement. Et il y en a deux que vous avez entendu parler, alors peut-être un peu moins, mais c'était les métabolites du métolachlore, et plus récemment, surtout, les métabolites du chlorothalonil, alors qu'on des noms un petit peu rigolos, R471-811, etc., qui pouvaient contaminer certaines ressources et qui attiraient l'attention des médias, comme je vous l'ai montré ici. Alors comment on peut les suivre? Et c'est là que je ne vais pas refaire. Toutes les molécules organiques, elles sont compliquées à rechercher parce qu'elles ont une volatilité différente, une polarité différente, des caractéristiques physico-chimiques différentes. Donc on utilise en gros plusieurs méthodes pour les chercher, la chromatographie liquide, la chromatographie gazeuse et puis plus récemment la chromatographie ionique couplée à des détecteurs de masse qui nous permettent de détecter un grand panel d'échantillons. Et pareil, on pourra faire différents types d'échantillonnage, des POCI comme on vous a présenté, des TSP. Voilà, il faut choisir quelle molécule on cherche. On ne peut pas rechercher les 100 000 molécules qui sont éventuellement présentes. Donc on va faire une sélection des molécules qui ont un intérêt soit sanitaire, soit médiatique, et on va essayer de les rechercher. Alors j'ai mis quelques exemples de ce qu'on pouvait trouver dans la Seine. Par exemple, les métabolites du chlorothalonil. Si vous avez vu un peu les médias, c'est des données qui sont un peu connues. Donc vous voyez que dans le temps, finalement, c'est des données qui commencent début 2022 jusqu'à maintenant. On voit qu'on a une concentration dans la Seine à peu près constante en métabolites de chlorothalonil R471-811 aux alentours de 600 nanogrammes litres.
Donc c'est une contamination constante liée à la dégradation du chlorothalonil. Il y a d'autres molécules qui, elles, sont plus ponctuelles. Je prends l'exemple du fluphénacet, et eux, on voit que, alors là, on le suit depuis plus longtemps, puisque c'est une molécule qu'on connaît depuis plus longtemps, on voit qu'il y a des saisons et des périodes, notamment en hiver, où on va retrouver ces molécules. C'est lié soit à leurs usages, soit au ruissellement de l'eau à ces moments-là, et il y a des périodes particulières où on trouve cette molécule. Et puis, j'ai mis un autre exemple, l'AMPA, qui est un métabolite du glyphosate, qui pareil, il y a eu quelques années, c'était quelque chose avec beaucoup de bruit. Donc la MPA, c'est une toute petite molécule. Pareil, on avait l'impression de voir un effet saisonnier, mais quand on travaille en flux, c'est ça que je voulais vous montrer. Alors il y a une publication en plus qui l'a montré il n'y a pas très longtemps, notamment, comparant Europe et États-Unis. C'est quand on travaille en flux et non plus en concentration, on voit qu'on a une espèce de flux permanent d'AMPA, ce qui montre qu'il n'y a pas forcément uniquement une origine agricole, mais qu'il y a d'autres origines, probablement des produits... des personnels care products, donc des produits d'usage, des produits pour prendre soin de soi, qui doivent participer à cette contamination. Donc c'est pas uniquement une contamination agricole. Bref, et puis il y a les médicaments, mais je ne vais pas trop rentrer pour les détails. On suit aussi les médicaments dans la Seine. Tout ça pour vous dire que, on a une ressource qui est contaminée, que ce soit à la fois en micro-organismes et en molécules organiques, et qu'il faut la traiter. Alors, pourquoi on la traite ? On la traite, pour que les gens ne soient pas malades, mais 2, aussi pour respecter la réglementation. Et j'aime bien rappeler cette phrase qui est le début de la Code de la santé publique, qui explique que les eaux qui sont destinées à la consommation humaine ne doivent pas contenir une concentration de micro-organismes, donc le risque microbiologique, de parasites, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ou de substances constituant un danger pour la santé des personnes. Donc on va suivre cette eau pour qu'elle respecte cette réglementation. Et pour ça, on va avoir un certain nombre de paramètres à suivre. Il y a des paramètres chimiques. Donc on va regarder les composés organiques, des paramètres physico-chimiques importants, la turbidité, la quantité de carbone qui permet le développement plus tard de bactéries, la conductivité et d'autres, et puis des paramètres microbiologiques. Et là on va retomber sur ce que j'expliquais précédemment. On ne va suivre que des indicateurs de contamination fécale. On va vérifier que les traitements ont bien éliminé les traces de matière fécale, et préalablement on avait démontré que ça éliminait les pathogènes. Alors une usine, je vais prendre l'exemple j'ai pris 2 exemples, une usine d'eau de surface et une usine d'eau souterraine, et puis un petit exemple d'un programme de recherche qu'on a pu mener pour essayer d'optimiser les traitements. Une usine d'eau de surface, alors c'est très compliqué, je vais très grossièrement, mais imaginez que c'est bien plus compliqué que ça. Ça se passe en 2 parties. Il y a une première partie qui est la partie qu'on dit clarification, c'est-à-dire qu'on va faire coaguler toutes les composés qui flottent un petit peu dans l'eau en ajoutant du chloroférique qui vont leur permettre de s'agglomérer, d'être plus dense et de tomber lors de l'étape de décantation. Et puis ensuite, on va faire une filtration, souvent en utilisant, alors on vous a parlé ce matin des membranes et j'en reparlerai après, mais sur les eaux de surface, on utilise principalement du sable. On fait passer l'eau à travers un tamis de sable et ça va filtrer cette eau. Donc on a une eau qui est plutôt clarifiée, mais on n'a encore éliminé aucun composé organique ni même micro-organismes pathogènes. Donc on va attaquer la deuxième étape, je reviens en arrière, c'est la flèche rouge, j'imagine, voilà. On va attaquer la deuxième étape je vais y arriver, qui nous permet d'éliminer à la fois les composés organiques et puis de désinfecter les micro-organismes. Alors je vais vous parler plutôt de l'élimination des composés organiques et l'utilisation, qui est très importante dans le monde de l'eau potable, des charbons actifs en grains. Puisqu'on vous parle de plein de molécules différentes. Le charbon actif en grains est depuis plus d'une vingtaine d'années, peut-être même 30 ans, un petit peu le traitement de base pour éliminer les composés organiques qui sont présents dans l'eau. Alors pourquoi le charbon organique ? En fait, c'est de la matière organique qui a été activée en chauffant très très fort avec de la vapeur d'eau ou en mettant des composés chimiques. Et ce qui se passe, c'est que ce charbon, il a plein de trous, alors, il y a différentes tailles de trous, les mésopores, les micropores, qui vont pouvoir être en contact avec les molécules organiques et les bloquer, et elles ne seront plus dans l'eau, elles seront collées à ces charbons. Il y a 3 types de tailles de charbon. Soit c'est des gros grains, donc on dit du charbon en grains, soit c'est des grains plus petits, on dit des micro-grains, et soit c'est de la poudre et on dit du charbon actif en poudre. C'est assez facile. Ces charbons actifs, on va à Haute-Paris, on les fait passer à travers des filtres en grains. Donc on va à la place d'avoir du sable, on a du charbon actif en grains, et on fait passer l'eau à travers et ça va retenir les molécules organiques. Ça, c'est la théorie. Ce qu'on veut vérifier, c'est que ça fonctionne bien, et donc on va travailler pour vérifier que ces charbons actifs éliminent bien les molécules organiques que l'on veut éliminer. Et pour ça, on va regarder ce qu'on appelle le temps de percement, c'est-à-dire au bout de combien de temps, s'il y a des molécules
qu'on a ajoutées, elles peuvent passer à travers le charbon. Alors, ce graphique peut paraître compliqué, mais il est très simple. Là, vous avez le temps, et là, vous avez le C sur C0, c'est-à-dire la concentration de l'eau qui sort par rapport à la concentration de l'eau qui était en entrée. Et donc, quand on est à 100%, ça veut dire que toutes les molécules qui sont entrées, elles sont sorties, donc c'est pas très bien, le charbon, il n'a rien retenu. Et si on est à 0, c'est que le charbon, il a tout retenu. Et ce qu'on voudrait, c'est que ça reste tout le temps en bas, mais malheureusement, au bout d'un moment, le charbon, il est saturé, et il va laisser passer les molécules organiques. Et donc, l'idée, c'est d'étudier toutes les molécules qui vont nous gêner vis-à-vis des charbons actifs, voir si ça fonctionne. Donc ce qu'on a fait, ce que d'autres personnes ont fait, c'est que quand on arrivait sur ces problématiques de métabolites du chloridazone ou du chlorothalonil, est-ce que les charbons pouvaient bien fonctionner pour les éliminer? Donc on a fait plein d'études, on a fait des études sur des usines pilotes, sur des vraies usines pour vérifier leur efficacité. Et il y a plein de choses qu'on va vérifier. On va vérifier que c'est exactement la même représentation, vous avez le temps et l'efficacité, on sait sur ce 0. On peut regarder si la qualité d'eau joue. Effectivement, les eaux souterraines ont moins de matière organique que les eaux de surface, donc elles ont tendance à saturer plus lentement. Pareil, est-ce que la qualité des charbons joue? Et on a différents types de charbon, donc c'est pour ça qu'on a différents types de courbes qui nous permettaient de vérifier quels étaient les meilleurs charbons à utiliser sur nos usines pour éliminer ce métabolite. Et donc ce qu'on peut voir, là c'est un nouvel exemple sur la qualité de charbon, ce qu'on peut voir c'est que certains charbons percent très vite, on va très vite dans le temps ne plus avoir d'effet de rétention des molécules organiques, et puis certains charbons sont un peu meilleurs. Néanmoins, il faut quand même noter que sur le chlorothalonil R471, et je pense que nos collègues de ce matin sont toujours là, c'est quand même une molécule qui nous gêne beaucoup parce qu'elle a tendance à être très rapidement passée à travers le charbon, donc ça nécessite beaucoup de travaux pour l'éliminer au mieux. Voilà, un exemple de travaux qu'on est obligé de réaliser quand on gère une usine d'eau potable et qu'on veut s'assurer de l'efficacité du traitement de l'eau. Le deuxième exemple que je voulais prendre, c'était 3 minutes. Très bien, ça va rentrer. Le deuxième exemple, c'est sur les usines souterraines. Alors, l'eau souterraine est, je dirais pas de meilleure qualité, mais en tout cas, c'est pas les mêmes pollutions. On a plutôt des pollutions, non pas humaines, mais plutôt des pollutions agricoles. On a des terres agricoles, donc il y a usage de nitrates, de pesticides que l'on peut retrouver dans les eaux. Et pour les éliminer, on n'a que 2 parties de filtration. On va traiter avec du charbon actif en poudre, on vient de le voir. C'est un peu comme le grain, mais c'est avec de la poudre. Et puis une étage de filtration membranaire, parce que comme c'est des activités agricoles, il pourrait éventuellement y avoir la présence de parasites, de crypto et giardia, et on voulait éliminer ces pathogènes. Et on utilise l'ultrafiltration. Alors, les membranes, pareil, si vous étiez là ce matin, on vous a un peu présenté, il y a 3 types de membranes en fonction de la taille des trous dans la membrane. Les membranes que l'on utilise, c'est les membranes d'ultrafiltration, c'est-à-dire que toutes les molécules entre quasiment 10 nanomètres et 200 nanomètres, c'est la taille des trous, devraient être éliminées. Ce qui est bien décrit dans la littérature, c'est que ça marche extrêmement bien contre les crypto et giardia, qui font, excusez-moi, j'ai mis 4, mais c'est 14 micromètres que je vais mettre, ils font aux alentours de 10 micromètres. La question, c'est est-ce qu'ils étaient efficaces contre les virus? Et comme on a développé des outils permettant de mesurer les virus, on a lancé une étude avec d'autres équipes de recherche à Marseille sur l'élimination des virus par les membranes. Les fournisseurs de membranes disaient qu'ils avaient une bonne efficacité contre les virus puisque les virus étaient plus gros que les trous. Et qu'est-ce qu'on a vu très rapidement, parce que j'ai plus beaucoup de temps, eh bien c'est qu'en fait ils se trompaient un petit peu, c'est que comme ils n'avaient pas une méthode très sensible pour mesurer les virus, ils avaient tendance à mettre en entrée de leur membrane beaucoup de virus et dire ils retiennent très bien, c'est c'est grande quantité de virus. En fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé des concentrations beaucoup plus réelles de virus en mettant des faibles concentrations, et ce qu'on a pu voir, c'est que l'efficacité des membranes, alors on va prendre juste ce graphique-là, le LRV, là, c'est l'efficacité des membranes, pareil, c'est le C sur C0. Quand c'est en bas, c'est que sauf que c'est l'inverse, c'est que la membrane elle marche pas bien et que quand c'est en haut, c'est qu'elle élimine plutôt bien les virus. Donc en fait, c'est le taux d'abattement en log de 10 de virus. Et ici, vous avez la concentration des virus en entrée. Et ce qu'on peut voir, c'est quand on a peu de virus, l'efficacité des membranes n'est pas très bonne et que finalement, ils se trompaient un petit peu sur l'efficacité de leur membrane et que l'efficacité des membranes d'UF vis-à-vis des virus n'était pas si bonne que ça et que cette théorie de la taille des trous permet d'éliminer tout ce qui est plus grand est un peu plus compliqué que ça, que la charge des micro-organismes et des virus notamment va jouer, et qu'ils sont un peu déformables. Et donc, il fallait travailler toujours pareil à cette élimination des virus par ce type de traitement.
Voilà, donc je vais pouvoir arriver à cette conclusion, je suis à peu près dans les temps. La production d'eau potable, effectivement, j'essaie de vous le démontrer, c'est basé sur un contrôle principalement d'abord des ressources, on veut savoir ce qu'il y a dans nos ressources avant de les traiter, et puis ensuite, une fois que c'est traité, on a une réglementation et un système analytique très performant, que les évolutions technologiques, que ce soit en chimie ou en biologie, notamment biologie moléculaire, ont permis de suivre beaucoup plus de polluants ou de micro-organismes potentiellement pathogènes, que le système de suivi est, je crois, très performant. Néanmoins, il faut continuer à faire des études pour mieux comprendre certaines étapes. Et puis, il y a quand même toujours des accidents qui se passent. Si on suit régulièrement les productions d'eau, c'est que toutes ces étapes peuvent toujours dysfonctionner. Donc, c'est important de contrôler. Et puis, surtout, il y a des nouveaux usages de l'eau. On l'a un petit peu, encore une fois, abordé ce matin, notamment la reuse, ces usages alternatifs, qui feront qu'on pourrait un petit peu perturber le système de contrôle et du fait qu'on n'a quasiment plus personne qui est malade en buvant de l'eau, et que c'est important de rester sur cette lancée-là. Voilà, je voulais juste conclure, puisque j'ai un collègue qui part juste après, en disant que toutes ces méthodes de biologie moléculaire, ces méthodes analytiques, ont permis, en étant appliquées à d'autres endroits, de pouvoir suivre d'autres choses, et notamment la santé des populations, comme vous le verrez juste après. Voilà.